Alors, aujourd'hui, donc c'est l'ordre du jour de notre réunion, est un ordre du jour bien particulier, puisqu'il y aura, c'est autour de l'installation du nouveau bureau, avec la présentation des nouveaux membres titulaires par le secrétaire perpétuel. Après, il paraît que je vais prendre la parole quelques instants. Le nouveau bureau sera installé par Gérard Tampon, secrétaire perpétuel, là aussi. Ceci sera suivi d'un discours de notre nouveau président, Michel Canteau, et enfin, l'ensemble de la séance se clôturera avec une intervention de Christian Dess, président de l'ADIS, vice-président de COP de France, président de Nomagri, sur le thème de l'agriculture française dans les choix. Donc, voilà un petit peu de quoi doit se composer notre session. Alors, si vous le voulez, je vous souhaiterai les vœux, puisque j'interviens tout à l'heure. Je les souhaiterai à ce moment-là, et je passe tout de suite la parole à notre secrétaire perpétuel. Bien, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, je suis heureux en ce début d'année de souhaiter à chacun d'entre vous une excellente année 2017, à titre personnel bien sûr, mais aussi pour l'Académie, en souhaitant que tous ensemble nous progressions et que nous continuions à faire un excellent travail. Alors on a aussi le plaisir d'accueillir de nouvelles têtes, puisque, comme vous le savez, ce matin, j'ai le plaisir de présenter les nouveaux membres correspondants français et étrangers qui ont été élus le 7 décembre dernier. Nous avons élu 27 membres correspondants, dont 7 femmes, et 7 membres correspondants associés, tous des hommes. Donc la parité est encore loin d'être atteinte. Et puis cet après-midi, j'ai donc le plaisir de présenter les nouveaux membres titulaires. Nous en avons élu 14, dont 2 femmes, et nous avons élu 3 membres associés étrangers. Alors, je vais donc procéder à une lecture rapide des CV de chacun d'entre eux. Vous les connaissez pour la très grande majorité. Et puis, le président sortant, Paul Vial, puisque on est élu président pour une année, donc Paul Vial a été président pendant toute l'année 2016 et transmettra son mandat à son successeur Michel Canteau tout à l'heure. Donc tous les deux vont remettre à chacun des nouveaux membres titulaires un diplôme. C'est une novation, c'est la première fois que nous remettons un diplôme aux nouveaux membres titulaires, diplôme signé par le ministre de l'Agriculture, par le président de l'Académie et par le secrétaire perpétuel. Donc c'est une grande novation et je sais que beaucoup de membres titulaires anciens sont très jaloux de ne pas avoir encore ce type de diplôme. Il faudra peut-être qu'ils se représentent. Alors, je vais donc procéder à la lecture rapide des CV des uns et des autres. Je commence par la section production végétale, qui a élu membre titulaire François Després. Alors, est-ce que François Després est parmi nous? Il n'est pas là, mais je vais quand même vous rappeler brièvement qui est François Després. Donc, il est membre correspondant de l'Académie depuis 2009. Il est ingénieur agronome de l'INAPG, titulaire d'un DEA d'amélioration des plantes et d'un MBA. Il est président du groupe Florimond-Després, société de sélection et de production de semences de diverses espèces de grandes cultures. Il est impliqué dans de nombreuses organisations agricoles de sélection. Il a été président de l'Association européenne des semenciers, vice-président du CTPS, du comité spécialisé des céréales de France Agrimaire. Il est actuellement administrateur de l'INRA, du CNIS, de l'ITB, de l'UFS, du Club Déméter et membre du conseil scientifique de l'ITB. À l'étranger, il est administrateur de l'ESA et du Breeders Committee de l'International Seed Federation. Et il a été donc élu membre titulaire en souhaitant participer aux travaux qui concernent l'innovation en agriculture, l'amélioration des plantes, les questions de biodiversité et de développement durable, à la fois sous leurs aspects scientifiques et économiques, mais aussi sous l'angle réglementaire et éthique. Donc bienvenue à François Després comme nouveau membre titulaire. Pour la section forêt et filière bois, a été élu Xavier Deblise. Je ne sais pas s'il est là. Xavier, si vous voulez bien vous approcher de nos présidents. Donc Xavier Deblise est membre correspondant de l'Académie depuis 2009. Chimiste de formation, docteur ès sciences. Il est professeur émérite de l'Université Henri Poincaré de Nancy.
Il a travaillé en postdoc à l'Université Laval au Québec. Il est professeur en formation continue à Nancy. En 1978, il crée une MST Bois qu'il transforme en école d'ingénieurs, l'ENSTIB, et école qu'il dirigera jusqu'en 2000. Ensuite, il regroupe des enseignants-chercheurs sur le bois dans un laboratoire qui sera associé à l'INRA à la même époque. Son champ disciplinaire s'étend à l'interface de la chimie et de la physique pour se spécialiser sur le matériau bois, conduisant à de grands progrès dans la caractérisation moléculaire de ce matériau, ouvrant la voie à des innovations dans diverses industries de transformation du bois. Sa production scientifique est abondante et de qualité. Il est membre de sociétés savantes et professionnelles en France et à l'étranger, la Société chimique de France, Forest Products Society et American Chemical Society. Son appartenance à l'IAWS, l'Académie internationale des sciences du bois, au sein de laquelle, après avoir exercé les plus hautes responsabilités jusqu'en 2011, il reste actuellement très actif. Il contribue fortement à la renommée de l'Académie, comme témoigne récemment l'organisation par ses soins du 50e anniversaire de l'IAWS, l'association qu'il présidait à cette époque. Donc, bienvenue à Xavier Léglise comme membre titulaire. Toujours pour la section forêt filière bois, Georges-Henri Florentin, qui est là. Et Georges-Henri Florentin est membre correspondant depuis 2011, ingénieur agronome de l'INAPG, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Il a commencé sa carrière à l'ONF en Franche-Comté. Ensuite, il a été très vite attiré par l'aval du secteur. Il est entré à l'Institut technologique Forêt Cellulose, Bois Construction Ameublement, où il devient directeur du pôle construction, puis en 2010 directeur général du FCBA, après la fusion du CTBA et de la Fossel. Ses compétences, tant forestières que de l'aval de la filière, l'amènent à enseigner l'exploitation forestière à l'École des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, à présider l'association des certificateurs des produits de construction. Il est membre du comité consultatif des avis techniques du CSTB et de son comité d'orientation, et il défend et promeut le matériau bois. Il co-préside le comité européen de normalisation sciage et boiron. Il participe à nombre de publications et d'articles dans la revue forestière française, dans FCBA Info, etc. Il participe aux activités et à la vie de l'Académie et à la mise en place notamment du trophée Jean-Paul Lanly pour le développement d'utilisation du bois français par les industriels. C'est donc un acteur de premier plan dans les efforts faits actuellement pour redresser la filière forêt-bois. Donc Georges-Henri Florentin, bienvenue parmi les membres titulaires de l'Académie. Nous passons à la section production animale et j'appelle Gérard Mess, qui est ici. Je rappelle que Gérard Mess est membre correspondant depuis 2012, diplômé de l'ENSA de Rennes dans la spécialité halieutique. Il a été ingénieur de recherche responsable de la pisciculture expérimentale de l'INRA, où il effectue toute sa carrière essentiellement à la station de recherche Scribe de Rennes. Il travaille sur la reproduction des poissons d'élevage, induction hormonale de la ponte, contrôle photopériodique de la date de ponte et cryoconservation du sperme et des cellules embryonnaires. Ses travaux font l'objet de nombreuses publications scientifiques et techniques et de transferts de connaissances auprès des professionnels de la pisciculture. Il assure les responsabilités d'animation et de gestion au sein de la station, dont il devient directeur et animateur scientifique de l'équipe cryoconservation et biotechnologie de la reproduction. En 2001, il est nommé adjoint au président du centre INRA de Rennes, auquel il succède en 2003. À cette date, il devient également délégué régional pour la Bretagne et à partir de 2008 pour la Basse-Normandie. Il exercera ses différentes responsabilités jusqu'en 2011. Il est alors nommé délégué régional à la recherche et à la technologie en Bretagne et mis à disposition du ministère par l'INRA. Son expérience de scientifique, mais aussi de gestionnaire de la recherche et d'acteur du développement est très appréciée au sein de la section production animale. Donc bienvenue à Gérard Mess comme membre titulaire. Pour la section sciences humaines et sociales, j'appelle tout d'abord François Colson, qui n'est pas là. Alors, je rappelle que François Colson est membre correspondant depuis 1999, ingénieur agronome. Il a commencé sa carrière à la Fédération nationale porcine,
puis comme ingénieur de production porcine à la coopérative d'Ancenis en Loire-Atlantique, recruté à l'INRA dans le département d'économie et de sociologie rurale. Ses travaux de recherche ont l'objet de très nombreuses publications. Il porte sur le rôle des organisations professionnelles dans la modernisation de l'agriculture, sur les effets des réformes de la PAC sur les exploitations agricoles françaises et européennes, ainsi que sur la défaillance financière des entreprises agricoles en France et en Europe. Il a également enseigné à l'université et dans des écoles de formation des ingénieurs agricoles. À 2 reprises, il a été nommé conseiller au cabinet du ministre de l'Agriculture. Il a assuré des fonctions de responsabilité en dirigeant le laboratoire d'économie agricole de l'INRA de Nantes, puis l'Institut national d'horticulture d'Angers. Il a été directeur adjoint d'AgroCampus Ouest, résultant de la fusion de l'Institut national d'horticulture et d'AgroCampus Rennes. Donc nous serons heureux d'accueillir François Cosson comme membre titulaire. Toujours pour la section sciences humaines et sociales, Bernard Chevassus-Louis, qui est parmi nous. Alors, vous connaissez tous Bernard Chevassus, qui est ancien élève de l'École normale supérieure, qui a une maîtrise de génétique de l'Université de Paris 6, qui est agrégé de sciences naturelles. Alors, je rappelle qu'il a été major dans ces différentes... c'est un détail, nous passerons. Il a un DEA de génétique quantitative appliquée de l'Université de Paris 6, un doctorat de l'Université de Paris 11. Il a consacré l'essentiel de ses travaux de recherche à l'élaboration de méthodes de domestication et d'amélioration génétique des poissons, à partir d'expériences réalisées essentiellement chez les poissons salmonidés, truites, ombles, saumons. Nous sommes fréquentés à une époque où je m'occupais du Conseil supérieur de la pêche. Je garde des souvenirs émus de cette époque. Il s'est également intéressé à la génétique d'autres espèces de poissons tempérés ou tropicaux, ainsi qu'aux problèmes posés par les mollusques et les crustacés. Directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INRA, directeur général de l'INRA, président du conseil d'administration du CNEVA puis de l'AFSA, vice-président de la commission du génie biomoléculaire, président du muséum d'histoire naturelle. Il a développé dans sa discipline de nombreuses coopérations actives avec d'autres institutions. Il a été membre ou président de plusieurs conseils scientifiques, au CNRS, à l'Orstom, à l'IRD, au CIRAD, au CEMAGREF de l'Universitéa, au CNEVA, à l'AFSA. Il a participé à la mise en place ou à l'animation de plusieurs réseaux européens et internationaux, comme Euragri, INRA Maghreb, Programme Science in Society de l'Union européenne, coopération bilatérale avec le BBSRC et Agriculture Canada. Bernard Chevassus-Louis, par ses travaux scientifiques et par sa participation aux réseaux internationaux, pourra bien sûr nous éclairer sur le débat sciences et société. Et nous avons toujours plaisir à l'entendre quand il vient faire des communications avec les ministres de l'Agriculture, et il est coutumier du fait. Bienvenue parmi nous comme membre titulaire. Pour la section interaction milieu être vivant, a été élu membre titulaire Harry Bruand. Il n'est pas là. Donc Harry Bruand est membre correspondant depuis 2012, ingénieur agronome de l'INAPG. Il est titulaire d'un DEA de pédologie, d'un doctorat de 3e cycle, d'une HDR. Il a d'abord été chercheur à l'INRA d'Orléans. Ses travaux ont porté sur la structure du sol en relation avec ses propriétés mécaniques, hydriques et hydrauliques. Il a développé des outils de prévision de la rétention de l'eau dans les sols en France, notamment en Beauce, au Brésil et en Thaïlande. Des fonctions mathématiques de pédotransfert ont permis de développer des outils de la prévision de la rétention de l'eau, de la sensibilité au tassement et du transfert de l'eau dans les sols. Harry Bruand a occupé des fonctions importantes d'animation scientifique et de coordination de la recherche tant à l'INRA d'Orléans qu'à l'ISTEO, ou encore au ministère de la Recherche. Il vient d'être élu président de l'Université d'Orléans. Dans un contexte de changement global en relation avec les modifications des pratiques, par exemple l'arrêt de l'emploi massif d'herbicides ou le choix de pratiques adaptées aux conditions spécifiques des milieux, il peut beaucoup apporter à l'Académie et nous comptons évidemment beaucoup sur lui. Bienvenue à Harry Bruand comme membre titulaire. Toujours pour la section interaction milieu être vivant a été élu Jacques Ranger. Jacques Ranger qui est parmi nous. Alors Jacques Ranger est membre correspondant depuis 2005.
Docteur de l'Université de Poitiers, auditeur de l'ENGREF de Nancy, il a réalisé sa carrière à l'INRA de Nancy dans le domaine du fonctionnement biogéochimique des sols dans les écosystèmes forestiers, en développant les concepts et en les appliquant à diverses situations d'écosystèmes tempérés et tropicaux, en collaboration avec le CIRA de le CIFOR. Ce travail appartient à l'écologie quantitative dynamique. Il souhaite participer à la réflexion sur les sujets de société à 3 niveaux, l'avis de la section, les rapports produits par la section, l'organisation de séances publiques et de colloques, et nous comptons beaucoup sur lui. Bienvenue à Jacques Ranger comme membre titulaire. Nous passons à la section environnement et territoire, qui a élu comme membre titulaire Hervé Letreut, qui est parmi nous. Hervé Letreut, qui est très connu, bien sûr, est ancien élève de l'école normale supérieure. Il a un DEA de physique atomique et statistique, un doctorat en météorologie dynamique, un doctorat en sciences. Il a eu un parcours d'enseignant et de chercheur que vous connaissez bien. Il a eu de hautes fonctions en tant que professeur à l'école polytechnique, directeur d'une école doctorale. En tant que chercheur, il a été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il a reçu des prix tout au long de sa carrière, le prix Becquerel de l'Académie des sciences, le prix d'Argelos de l'Association des anciens élèves de l'école polytechnique, le prix Leloir. Il a essentiellement travaillé sur différentes thématiques liées à la modélisation du climat et au changement climatique. Il a su transmettre ses messages vers le public par une activité de conférences et d'ouvrages de vulgarisation. Il contribue à diverses instances, membre du conseil d'administration du CEA et de l'IFP, membre du conseil scientifique de l'IDRI et de GDF Suez. Il participe au groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat, le GIEC, et il est membre de l'Académie des sciences. La COP21 lui a permis de tisser des liens privilégiés avec les ministères. Il écrit souvent dans les journaux, on a le plaisir de le lire. Il apparaît dans des émissions de radio et de télévision. Et on espère bien que sa notoriété va rejaillir sur l'Académie et l'agriculture de France. Donc bienvenue à Hervé Letreut parmi nous. Toujours pour la section environnement et territoire, a été élu Guillaume Dérissard, qui est parmi nous. Guillaume Dérissard est membre correspondant depuis 2008, ingénieur agronome donc de l'INAPG, titulaire d'un master en management de la performance. Il occupe un poste d'ingénieur de projet dans la branche agroalimentaire du groupe Unilever. Il entre ensuite dans le think tank Sol et Civilisation, qui se donne comme mission de penser et accompagner des stratégies d'innovation dans les territoires. Il en devient le directeur en 2007 et il a obtenu un certificat en prospective stratégique du Conservatoire national des arts et métiers. Il est actuellement auditeur de l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement du territoire en Europe. Sa double expérience lui permet d'une part d'appréhender les questions de développement économique des filières agricoles et de leurs outils agro-industriels, et d'autre part de creuser les problématiques territoriales d'aménagement, de gestion du vivant et de gouvernance complexe. Guillaume Dérissard, bienvenue parmi les membres titulaires de l'Académie. Pour la section alimentation humaine, a été élu membre titulaire Dominique Parent-Massin. Dominique est là. Alors, Dominique Parent-Massin est membre correspondante depuis 2011, titulaire d'une maîtrise de génétique, d'un doctorat de 3e cycle en histologie-cytologie, d'un doctorat en biologie humaine et d'un doctorat en sciences en toxicologie. Elle a fondé le laboratoire de toxicologie alimentaire et cellulaire à l'Université de Bretagne occidentale qu'elle dirige. Elle y développe d'une part une activité de recherche de toxicologie cellulaire in vitro par une double approche méthodologique et toxicologique et d'autre part une activité d'évaluation du risque pour le consommateur due à la présence de contaminants dans l'alimentation. Elle a encadré de nombreux doctorants et étudiants de DEA master. Elle a publié, elle a fait de très nombreuses publications. Elle est également l'auteur de plusieurs chapitres d'ouvrages, bien évidemment, et a été conférencier dans de nombreux congrès internationaux. Experte auprès de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, elle apportera, nous n'en doutons pas, à notre académie ses compétences en toxicologie alimentaire dans les activités d'expertise et de conseil. Merci à Dominique Parent-Massin de me rejoindre comme membre titulaire.
Nous passons à la section agrofourniture, qui a élu Loris Pechberti, que je n'ai... Ah si, qui est là, qui arrive. Alors, Loris Pechberti est membre correspondant depuis 2002. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques. Elle a fait une carrière diversifiée dans les services publics, à la Commission des comptes, à l'ambassade de France à New York, au ministère de l'Agriculture, ou dans le secteur privé, où elle a travaillé dans l'édition, pour le Sénéca, à Exposium. Elle est spécialiste des relations sociales et des facteurs qui conditionnent les grands salons professionnels. Elle a œuvré remarquablement pour les secteurs de l'agriculture et du machinisme agricole. Nous sommes très heureux que Loris Pechberti ait été élu membre titulaire de notre académie. Toujours pour la section agrofourniture, Constant Lecoeur. Alors, Constant Lecoeur est membre correspondant depuis 2014. Il est ingénieur agronome diplômé de l'ENSA de Nancy et ingénieur d'agronomie de l'ENSA de Dijon. Il a commencé sa carrière dans l'enseignement agricole. Il a été chargé de mission pour le développement de l'informatique en milieu rural, à l'agence de l'informatique, sous-directeur et conseiller technique à la DGER, puis DDAF de l'Aube, puis de l'Oise, sous-directeur de la gestion des personnels au ministère de l'Agriculture, ce qui en fait un homme redoutable parce qu'il connaît tout le monde. Et il peut très vite nous sortir les CV des uns et des autres, ce qui est très précieux ici. Il a été membre du Conseil général du BREF et du CGAR, et il a présidé la commission modernisation de l'État, la section recherche, formation, métiers et l'Observatoire des missions et des métiers du ministère de l'Agriculture et l'Institut de formation du ministère. Il est ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts. Il a été président de la fédération Uniagro, qui regroupe les anciens élèves des différents établissements d'enseignement supérieur agronomique. C'est évidemment un très bon connaisseur des métiers de l'agriculture et de la formation de l'agriculture, et il apporte une contribution très active à l'Académie depuis maintenant plus de 2 ans, notamment en exerçant les fonctions de vice-secrétaire, ce qui est une fonction très prenante, mais qu'il accomplit à la satisfaction de tous. Donc on est heureux qu'il ait pu être élu membre titulaire, ce qui va nous permettre de le charger encore un peu plus, puisque maintenant il ne pourra plus refuser. Maintenant qu'il est membre titulaire, on pourra évidemment lui demander tout ce qu'on souhaitera. Merci à Constant Lecoeur pour son engagement à l'Académie. Je termine donc pour les membres titulaires français par toujours la section agrofourniture, Bernard Rambolet, qui est ici, que j'ai vu tout à l'heure, qui est membre correspondant depuis 2014. Il est ingénieur agronome diplômé de l'ENSA. Il a travaillé à l'ITCF pendant presque 10 ans et pendant presque 30 ans au sein de la division Crop Protection de Bayer, dont il fut le directeur scientifique et membre du comité de direction. C'est là qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de se rencontrer. Il a assumé la présidence de l'association des Amis de l'Académie de l'Agriculture de France avant d'être membre correspondant, et il l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'efficacité, donc on lui en sait gré bien évidemment. Il s'est investi depuis dans la vie de la section agrofourniture de l'Académie, et il participe au montage de différentes séances et de groupes de travail. Il fait partie des co-signataires du rapport sur le biocontrôle qui est paru en 2016 et qui est un excellent rapport de l'Académie. Il a accepté d'animer le relais territorial de l'Académie pour le centre-est, donc les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et je crois que ça va être extrêmement utile aussi. Son expertise en agronomie et en protection des plantes est évidemment précieuse pour l'Académie, et je sais qu'il souhaite continuer son engagement sur les questions de biocontrôle et d'agroécologie, et on est donc très heureux qu'il ait été élu membre titulaire de notre compagnie. Alors, j'ai encore à vous présenter 3 membres associés étrangers qui ont été élus donc en décembre dernier. Pour la section production végétale, le père Arus,
qui est originaire d'Espagne, qui est ingénieur agronome diplômé de l'Université de Valence, qui est directeur du département de génétique végétale de l'Institut de recherche et de technologie agroalimentaire. Il est directeur scientifique de l'IRTA, sous-directeur du CRAG. Alors, je ne sais pas très bien ce que signifient tous ces signes, mais enfin bon, on pourra vous le dire si vous le souhaitez. La carrière de chercheur du père Arus a débuté à Davis, où il a acquis une formation de généticien lors de la montée en puissance de la génétique moléculaire et les premiers résultats sur la transformation génétique, les projets d'analyse moléculaire des génomes, notamment avec le début de l'utilisation des marqueurs moléculaires. À son retour au centre de Cabrils, il a pris en charge la constitution d'un département de génétique végétale portant sur l'amélioration génétique des plantes ornementales, la génétique des fruitiers et des plantes maraîchères à l'aide des marqueurs moléculaires et la culture in vitro des plantes sur les aspects de micropropagation, assainissement de plantes, sauvetage d'embryons et transgénèse. Voilà, donc nous sommes heureux que le père Arus ait été élu membre associé étranger. Pour la section, je crois que c'est la section production animale, encore comme mon papier. C'est production animale. Alors, la section production animale a élu comme membre associé étranger Yvan Habib Koulibaly, originaire de Côte d'Ivoire. Il est ingénieur agronome de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a été chargé de recherche au département aquaculture du Centre de recherche océanologique d'Abidjan, chargé d'études à la direction de la programmation et de la planification du ministère de l'Agriculture, puis responsable des projets de certification de la cacao-culture dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire. Il exerce actuellement la fonction de directeur général de la société d'élevage et de distribution de poissons, premier producteur ivoirien de tilapia en cage flottante. La diversité des fonctions exercées par Habib Koulibaly, à la fois dans le domaine de la recherche, du développement et de la production agricole et aquacole dans un pays africain majeur, font de ce candidat un partenaire tout à fait intéressant pour notre académie. Bienvenue à Yvan Habib Koulibaly. Et enfin, pour la section environnement et territoire, a été élu comme membre correspondant associé étranger Luca Montanarella, qui vient d'Italie, qui est diplômé de l'université de Pérouge en sciences agricoles. Il a travaillé dans le secteur privé en Hollande en chromatographie et spectrométrie de masse. Comme administrateur au ministère de l'Agriculture, il a été chargé de la prévision de la production du vin en Europe. Il a été ensuite affecté au projet européen de Bureau des sols, où il a développé un système européen d'information sur les sols grâce à une mise en réseau impliquant plus de 45 pays européens, avec une approche participative. Il a travaillé dans différents services de la Commission européenne, à la Direction générale de l'environnement, à la Direction générale de l'agriculture, à la Direction générale du développement. Il représente la Commission au sein du Comité pour la science et la technologie, puis il a été détaché à la FAO. Il a des compétences très diverses en environnement, chimie organique, système d'information géographique et conservation des sols. Il est docteur honoris causa en sciences agricoles de l'Académie agricole de la République de Bulgarie, membre du conseil consultatif industriel de l'université de Cranfield au Royaume-Uni, président du groupe d'experts intergouvernemental technique des sols à la FAO à Rome, coprésident de la dégradation des terres de la relation de leur restauration à l'IPBES en Allemagne. Ses compétences en sciences de la communication, en ressources humaines, comptabilité, gestion de contrats, planification, système de financement du développement, en plus de celles en matière d'évaluation environnementale des sols, seront bien sûr très utiles à l'Académie afin d'établir des relations avec les pays européens. Nous souhaitons donc à Luca Montanarella un très bon accueil dans notre Académie. L'Italie étant si proche, on espère le voir régulièrement. Voilà, j'en ai terminé.
Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le trésorier perpétuel, chers consoeurs, chers confrères. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter collectivement et individuellement une excellente année 2017. Félicité, paix, bonne santé confirmée ou retrouvée, dynamisme et sagesse, et, si possible, du temps pour admirer la beauté du monde. Un président sortant a la parole libre, et je souhaiterais évoquer avec vous 2016, sorte de revue de presse totalement subjective, en tirer quelques problématiques importantes pour les années qui viennent et examiner quelles pistes de réflexion et d'action cela pourrait ouvrir. 2016 s'achève. Quels événements ont-ils marqué? Quelles incidences en matière d'agriculture, d'alimentation ou d'environnement? J'ai donc tenté de picorer dans la presse de 2016, sans aucune méthode scientifique, non pour tirer de quelconque conclusion sur les choix opérés par les rédactions, mais parce que cela constitue le miroir éphémère de notre quotidien. Une fin d'année marque toujours l'établissement et la publication du bilan de l'année écoulée, suivi d'improbables projections qui se veulent mathématiques ou d'affirmations non étayées proches de l'astrologie. Le Monde a retenu 16 points pour sa rétrospective. Un seul concerne nos domaines, celui des abattoirs. Avec un rappel des scandales à répétition, est évoqué le projet de loi en navette au Parlement. C'est tout concernant notre domaine. Mais comme les sujets abordés sont classés alphabétiquement, la lettre A du mot abattoir fait que c'est le premier thème abordé. La France agricole offre un échantillon plus proche de nos domaines. Sur les 7 derniers mois de 2016, une analyse des unes fait apparaître les préoccupations du lectorat de l'hebdomadaire. 6 unes détaillent des itinéraires techniques. Stabulation, ration alimentaire, désherbage des céréales, glyphosate, fongicides, blé tendre et plants phyto. 5 sont consacrés au machinisme et aux technologies. Pulvérisateurs, moissonneuses-batteuses, impression 3D, start-up. 5 aussi traitent de l'environnement naturel. Questions climatiques, bien sûr cette année, épidémie et invasion. 9 abordent les sujets économiques, c'est le contingent le plus fourni. 3 sur la problématique des prix, bien sûr. 2 sur les stratégies d'entreprise, dont Lactalis, on voit la marque de la crise du lait. 2 sur l'obtention ou le paiement des aides publiques, c'est quand même la drogue à laquelle continue à marcher notre agriculture. 2 enfin sur l'évaluation financière des entreprises agricoles et au recours au tribunal face aux difficultés. On semble s'intéresser plus cette année à la fin de vie des exploitations qu'à l'installation des jeunes. 4 décrivent divers aspects de la vie et de l'emploi en milieu rural, salariés occasionnels, emploi solidaire, théâtre à la campagne et plaidoyer pour des campagnes vivantes, illustrent le fait que travail et vie y constituent des réalités tout à fait singulières. Une seule irruption à la une, dans les unes, celle consacrée à la primaire de la droite. Des amours vis-à-vis du politique, constat que les sujets de préoccupation se situent ailleurs, je le sais. Le premier constat fait donc apparaître un divorce entre opinion publique et opinion agricole. Aucun des sujets abordés par la France agricole n'apparaît parmi les faits marquants du monde, ce qui, après tout, peut être interprété comme la traduction du nombre assez faible d'agriculteurs dans la population française. Mais, plus caractéristique, l'action des militants dans les abattoirs n'est pas mentionnée dans les unes de l'hebdomadaire agricole. Pour ces lecteurs, éleveurs attachés à leurs animaux, cet incident regrettable ne met pas en cause le monde agricole, mais l'aval de la filière. Il mérite probablement moins d'attention que les grandes difficultés dans lesquelles ils se débattent, 2 univers distincts, 2 perceptions différentes. Pourtant, le ressenti des citadins, les clients, influe fortement sur les actes de production. Un seul exemple dont la presse se fait l'écho illustre ce point en cette fin 2016. Après une annonce similaire en avril par un groupe rival, le plus grand distributeur décide à son tour d'arrêter la vente sous sa marque d'œufs de poule élevés en cage. La proportion de clients achetant des œufs de poule ayant accès au plein air était passée de 20% en 2007 à 34% en 2014. Dans un tout autre domaine, le diesel connaît une évolution analogue en France, 64% des ventes de véhicules neufs en 2012, 38% 4 années plus tard. Diverses mesures ont suffi pour faire basculer très vite des millions de décideurs individuels. Et dans tous les domaines, le rôle des opinions publiques et des clients devient déterminant. Que dire encore? Après le succès de la COP21 fin 2015,
le fait que 2016 soit l'année la plus chaude sur la planète depuis près de 150 ans passe presque inaperçu. Et la COP22 n'a guère été médiatisée, même si elle a réussi à avancer à 2018 au lieu de 2020 un certain nombre de mesures. Les opinions publiques sont volatiles, les faiseurs d'opinion inconstants. La loi contre le gaspillage alimentaire a été publiée le 12 février 2016 et un important travail complémentaire a été effectué avec les distributeurs, les restaurateurs et les associations caritatives. The Economist, hebdomadaire respecté, a classé 25 grands pays sur la question de l'alimentation durable, à partir d'une vingtaine d'indicateurs. La France est parfaite en matière de perte et gaspillage alimentaire, excellente sur la question des challenges nutritionnels, très moyenne en agriculture durable, selon The Economist et ses critères, mais se hisse à la première place mondiale au classement général avant le Japon. Quel argument pour un bon positionnement sur des marchés mondiaux et rémunérateurs et exigeants. D'autres événements majeurs ont marqué le monde en 2016. Après la crise de l'euro il y a quelques années, puis l'affaire ukrainienne avec pour corollaire l'embargo à direction de la Russie et l'effondrement des exportations agroalimentaires vers ce pays, la crise des migrants a mis en évidence une grande fragilité de l'Europe dans nombre de pays qui la composent, avec une forte réémergence de sentiments nationalistes. L'illustration la plus emblématique est bien sûr le Brexit, dont les conséquences sont encore mal appréciées par la plupart, y compris en Grande-Bretagne. Enfin, vous voyez que mon choix est tout à fait subjectif, un triste fait divers est survenu à l'époque des fêtes. Un agriculteur, ancien candidat à une émission de télé-réalité, qui traite de l'amour et de la campagne, s'est suicidé. Détresse affective, détresse économique, détresse sociale, qui le sait. Mais plutôt que recevoir des injonctions contradictoires de la société, certains agriculteurs n'auraient-ils pas besoin d'être compris et soutenus dans leur difficile métier. Passons maintenant aux grands défis. Nous les connaissons. Encore et toujours, en premier, celui des 9 milliards d'hommes qu'il faudra nourrir à échéance 2050 et nourrir correctement. Sous-nutrition et obésité sont les deux faces du même problème. L'obésité est la maladie des pauvres dans les pays riches et des riches dans les pays pauvres. Entre 800 millions et 1 milliard d'hommes, chiffre à peu près stable depuis 10 à 20 ans, restent sous-alimentés, soit un humain sur 8. Mais selon The Lancet, 13% des 5 milliards d'adultes dans le monde sont touchés par l'obésité, chiffre pouvant passer à 20% en 2025. Un quart des humains sont sous-alimentés ou mal nourris, et ce chiffre atteindrait le tiers dans moins de 10 ans. C'est tout de même le premier défi. Le deuxième est celui d'une évolution de la consommation. De nombreux pays occidentalisant leur alimentation. Plus de produits animaux, viande, laitage, de graisse et de sucre, moins de céréales ou de légumes secs. La classe moyenne qui monte en puissance dans de nombreux pays a des exigences sanitaires, nutritionnelles et gustatives croissantes. Après le scandale du lait frelaté par la mélamine en 2008, les firmes chinoises ont dû se tourner vers les pays occidentaux pour leurs achats de lait, même si l'objectif de jouer sur les cours et de déstabiliser les opérateurs n'était pas absent. Parallèlement, sous l'effet de divers mouvements d'opinion, la consommation évolue, dans certains pays riches d'Europe, vers une moindre consommation de produits d'origine animale. Nouveau marché contre marché en déclin, le bilan mondial de ces évolutions contrastées reste mal connu. Par ailleurs, les usages non alimentaires de produits agricoles ou forestiers, énergie, textile, transport, ont fortement décru depuis un siècle et demi, mais d'autres utilisations comme le papier ont augmenté, plus 13% en 10 ans. Les biocarburants se sont placés, reste l'objet de polémique, la chimie verte devrait émerger. Le troisième défi est celui d'une production durable humainement. Durable s'entend avec la triple acception du terme, unissant les aspects économiques, social et environnemental. Sans efficacité économique, ce qui suppose des exploitations rentables et des outils de transformation performants, point de durabilité. Le social est souvent le grand oublié de l'opinion publique qui vilipende régulièrement l'agriculture. Or, la situation sociale des agriculteurs français reste très fragile et mérite attention. La durabilité est d'abord celle de ces femmes et de ces hommes attachés à leur beau métier.
la France, à travers plus de 60 ans de politique publique et d'action de terrain, a su conserver une agriculture de classe moyenne, avec des personnalités riches de leurs valeurs, de leur savoir-faire et fiers de leur mission. La petite industrie a disparu depuis longtemps. Le commerce individuel a laissé la place à de grandes chaînes de distribution ou des réseaux franchisés, transformant l'individu responsable de son affaire en salarié de droit ou de fait. Très loin des fermes géantes ou des plantations de grande taille, la France a su conserver une agriculture dite familiale qui constitue un atout énorme. Quatrième défi, c'est celui du dérèglement climatique et de l'environnement, point sur lequel il est inutile d'insister, l'opinion publique se chargeant chaque jour de le faire. L'agroécologie est bien présente à l'Académie, à défaut d'être inscrite en profondeur dans le paysage français. Il faut plus de temps, les changements ne se font qu'à l'échelle de la décennie. Le cinquième défi est géopolitique. Migrants, Brexit, nationalisme, que sera l'Europe demain? Des concurrents vigoureux surgissent. L'embargo russe nous rappelle la fragilité des courants commerciaux, comme l'avait fait l'embargo américain de 1973 sur les exportations de soja. Une réflexion nouvelle sur les politiques agricoles et environnementales va revenir s'inscrire à l'agenda. Notre confrère Dacian Cioloș, Premier ministre, pour quelques jours encore peut-être, de Roumanie, grand expert en matière de politique agricole, déclarait en juin dans nos locaux qu'il faudrait probablement concevoir des politiques agricoles et alimentaires par grandes régions du monde, agricoles, alimentaires et environnementales, par grandes régions du monde, assez loin de la doxa libérale. Ceci pourrait aussi être le cas à l'intérieur de l'Europe. L'uniformisation se révélant contre-productive, tant les questions d'agriculture et d'environnement sont étroitement liées. Un autre volet de cette géopolitique est l'instabilité mondiale des prix agricoles. La hausse des prix des commodités agricoles il y a une dizaine d'années, peu avant les printemps arabes, était d'origine extérieure à la sphère agricole. Les prix des commodités agricoles sont en effet corrélés à l'évolution générale des matières premières, en partie du fait que les biocarburants ont créé une passerelle entre prix du pétrole et prix agricoles mondiaux, et que par ailleurs, toute spéculation est bonne à prendre pour certains. Les manipulations de marché peuvent aussi perturber considérablement les prix, comme on l'a vu plus haut sur les marchés du lait et des produits dérivés. Les fragilités grandissantes des systèmes d'exploitation et des équilibres financiers appellent des réponses beaucoup plus globales que la simple réduction des intrants ou la seule adaptation au changement climatique. Face à ces défis multiples, à des avenirs aussi incertains, les maîtres mots pour l'agriculture française sont adaptabilité, diversité, flexibilité. Ceci appelle des réactions rapides. En période de stress, les êtres vivants démultiplient leurs stratégies adaptatives et il faudra agir de même. Avec toutefois un handicap. L'agriculture est une activité très gourmande en capitaux et l'importance des sommes engagées dans un passé récent, combinée à des marges souvent faibles, ne laisse que des possibilités de réaction limitées là où il faudrait agir vite et fort. Mais la France possède aussi des atouts incomparables. Avec de bons projets et des capitaines d'industrie, la réussite est au rendez-vous. Quelques exemples, le cas des vins de qualité est exemplaire. Voici 40 ans, le vignoble languedocien, qui tirait tout le secteur vers le bas, très encadré, a été restructuré avec le pari de la qualité et de l'ouverture. Rien n'est acquis, bien d'autres évolutions seront nécessaires, dont celle de la lisibilité, mais avec peu d'aide publique, les vins français bénéficient d'une aura mondiale. Dans un autre domaine, des groupes d'agriculteurs ont lancé en 2016, en pleine crise du lait, le concept de lait équitable, vendu 10 à 15 centimes plus cher au litre en grande surface. C'est une réussite. Une production comme celle du comté, sous l'égide de son comité interprofessionnel, rémunère correctement le producteur, même en pleine crise, et réussit à augmenter depuis plusieurs décennies sa production de 2% par an. Plusieurs groupes semenciers ont fait de la France le premier exportateur mondial du domaine. Le groupe Avril, créé il y a 30 ans, se donne pour objectif de créer durablement de la valeur dans les filières des huiles et des protéines, avec une politique industrielle globale et une vision géostratégique. Les sucriers avec Tereos, plusieurs grandes coopératives, dont nous parlera probablement le président Pes, ont des démarches ambitieuses. Dernier exemple parmi beaucoup d'autres, Eurofins Scientifique, entreprise nantaise, vise à être leader mondial des services bioanalytiques. Start-up employant 12 personnes en 1987, elle est devenue 30 ans plus tard
un réseau présent sur tous les continents et employant 25 000 personnes. Le dernier défi est de faire connaître ces réussites, spectaculaires ou discrètes, et l'histoire des hommes et des femmes auxquels elles le doivent. Après cette liste de défis, on peut citer quelques exemples de pistes d'action en cours ou susceptibles d'être lancées, et l'Académie en prend déjà ou pourra y prendre toute sa part. Réhabiliter une gestion raisonnée de l'eau, loin des interdits dogmatiques qui, en France, depuis 2 à 3 décennies, bloquent toute réalisation. Comme partout dans le monde, l'agriculture française a besoin d'une eau régularisée à l'échelle annuelle, mais attention, dans des conditions techniques, économiques et écologiques correctes. La France ne manque pas globalement d'eau et doit valoriser intelligemment cet atout. N'est-ce pas là un devoir pour notre compagnie que de préciser possibilités, conditions et limites de mise en œuvre? Deuxième piste, réaffirmer que la génétique est une voie d'avenir pour les plantes cultivées. Les blocages actuels sont quasi religieux, proches de la crainte des anciens devant le geste de Prométhée dérobant le feu aux dieux. En revanche, au cas par cas, une réflexion sérieuse, bénéfice-risque, étayée par des recherches et des expérimentations de terrain actuellement taboues, devrait pouvoir être menée dans le pays de Descartes et Berthelot. Ce dernier n'a-t-il pas défendu énergiquement, je cite, le maintien de la science comme expérimentation et sans l'influence directe d'idéologie ou de postulats religieux. Un programme d'actualité. Troisième piste, analyser les réponses concrètes proposables par l'agroécologie et les délais raisonnables à escompter pour pouvoir mettre en œuvre des réponses crédibles. Un groupe de travail est créé, mais la complexité des interactions en jeu, les stratégies de contournement du vivant font que les solutions sont peut-être longues à mettre en place, alors que certains, adeptes du tout ou rien, voudraient des réponses immédiates. 4 pour 1000 en est un bon exemple. Ce n'est pas la solution, mais gagner du temps fait aussi partie intégrante des mesures à prendre. Quatrième piste, tirer tout le parti possible du big data. Données climatologiques, pédologiques, expérimentales, géoréférencées, par exemple l'agriculture de précision, collaborative, économique, avec les centres de gestion, déclaration PAC, emblèvement, données de consommation, etc. On connaît énormément de choses et le rapprochement de multiples paramètres, trop nombreux pour que leurs interactions soient étudiées méthodiquement, peut permettre des avancées significatives. Ça a déjà commencé dans certains domaines. Cinquième piste, analyser l'évolution des structures de consommation alimentaire dans le monde, ses conséquences sur l'aménagement des territoires, sur la santé et sur le changement climatique. L'expertise collective INRA, rôle, impact et services de l'élevage en Europe, publié récemment, décortique en profondeur toute la complexité du domaine, obligeant à affiner les réflexions pour aller au bout des paradoxes contre-intuitifs. Ce type d'étude mérite que l'Académie en fasse une critique constructive en analysant objectivement des pratiques comme celle de la ferme des 1000 vaches qui a intéressé un certain nombre de nos confrères ou l'avenir de l'élevage de moyenne montagne en Europe. Autre piste, explorer les diverses voies de réduction des aléas qui pèsent lourdement sur les comptes d'exploitation. Le thème des systèmes d'assurance et de réassurance a été mis à l'ordre du jour. La voie fiscale avec des provisions avant impôt, les étalements de cotisation, les marchés à terme et bien d'autres encore ne justifient-ils pas des réflexions analogues avec des fiscalistes, des opérateurs financiers, des assureurs, des comptables et bien sûr des agriculteurs? L'autre piste, c'est d'augmenter la résilience par rapport aux aléas politiques. 2017 sera une année décisive pour la PAC. La balance de l'Europe pour la France étant proche de l'équilibre, cela redonne des degrés de liberté. À nous de savoir nous en saisir pour de nouvelles propositions. Bien sûr, il faut solliciter encore plus la recherche, et j'en ai un bel exemple. La région de Yuanyang, dans le sud de la Chine, est célèbre par ses rizières en terrasse, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y cultive, sans traitement fongicide, depuis plusieurs siècles, 2 variétés de riz en mélange. Riz ordinaire indica et riz gluant japonica. Chacune est sensible à un même champignon pathogène qui cause de gros dégâts dans les rizières du monde entier. Cultivés ensemble, leur mélange est résistant aux pathogènes.
Si ce résultat, publié ces derniers jours par l'Université du Yunnan, l'INRA et le CIRAD, était transposable à d'autres cultures, céréalières par exemple, quels immenses progrès deviendraient envisageables. Enfin, mettre en exergue les réussites qui, en identifiant, analysant et faisant connaître les multiples success stories, donnent l'espoir et l'envie de faire de même. En conclusion, en 2016, les tendances perceptibles auparavant se sont confirmées. Les équilibres politiques européens et mondiaux se sont fragilisés. Les défis à relever en 2017 sont nombreux, importants, pressants. Dans un ouvrage très récent consacré à la préhistoire, les chercheurs considèrent que la domestication, je cite, n'est pas tant liée à des conditions climatiques favorables qu'à un changement dans l'esprit de l'homme. Il en va peut-être de même avec la situation actuelle. Les esprits mûrissent, beaucoup sont prêts à changer s'ils en voient la possibilité, et si la société leur permet d'évoluer sans exiger dans l'immédiat l'idéal. Il faut continuer à manger, à produire. Les virages ne peuvent être négociés qu'avec doigté, progressivement, un coup de volant brutal produire une embardée meurtrière. Soyons résolument optimistes pour 2017. Si les défis sont immenses, les pistes de réponse sont solides et multiples, mais le réalisme doit l'emporter sur l'angélisme. Un théoricien de l'architecture, Walter Gropius, fondateur du Bauhaus, considérait que, citation, « les spécialistes sont des personnes qui répètent toujours les mêmes erreurs. C'est un appel à chacun pour rester à l'écoute des femmes et des hommes de terrain qui réfléchissent et vivent leur métier dans ses difficultés et ses contradictions. Notre compagnie peut dans cet esprit contribuer à faire avancer les choses avec ses membres au parcours élargi et diversifié, alliant compétences et expérience. Je tiens à remercier chacune et chacun pour les actions menées durant cette année de mandature, et tout spécialement les membres du bureau, le secrétaire et le trésorier perpétuel, ainsi que notre vice-président Michel Cando, qui a été extrêmement actif durant toute cette année, et à qui je suis particulièrement heureux de transmettre l'insigne du pouvoir, sonnet de président de notre compagnie. Bien, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, vous assistez en direct à une transmission de pouvoir et j'ai donc le plaisir de vous communiquer officiellement la composition du bureau de l'Académie pour l'année 2017. Donc le nouveau président est Michel Cando, qui était vice-président en 2016 et qui va donc présider à toutes les instances de l'Académie pendant cette année. Et donc, nous sommes très heureux de le voir prendre les rênes de cette maison pour présider ces réunions, à la fois des commissions, du bureau et des séances publiques, qui demandent beaucoup de doigté, beaucoup d'autorité, et Michel est bien préparé à ce type d'exercice. Il aura avec lui un nouveau vice-président qui a été élu le 7 décembre dernier. Il s'agit de Bertrand Hervieux, que vous connaissez tous, bien sûr. Donc Bertrand Hervieux qui s'est fait un peu prier pour être vice-président, parce qu'il était, évidemment, il pensait, pendant sa retraite, être enfin tranquille pour faire autre chose, et puis bon, on ne peut pas refuser une fonction aussi éminente que de devenir président de l'Académie en 2018. Donc il sera vice-président en 2017, et vous aurez la chance de l'avoir comme président en 2018. Vous avez également élu lors des élections du 7 décembre dernier, officiellement un vice-secrétaire qui occupait déjà la fonction, mais qui n'en avait pas le titre officiellement. Il s'agit de Constant Lecoeur, on l'a présenté tout à l'heure. Le vice-trésorier reste Daniel-Éric Marchand, il avait déjà cette fonction les années précédentes. Paul Vial restera au bureau en tant qu'ancien président. Et puis les deux perpétuels, comme leur nom l'indique, seront encore là. Donc le trésorier perpétuel, donc Patrick Olivier, et moi-même, nous allons continuer à essayer de travailler avec ce bureau dans lequel l'ambiance est toujours extrêmement chaleureuse et constructive et je crois que nous y travaillons bien. Donc, je souhaite que ce bureau 2017 continue dans la tradition des années précédentes.
commencer donc par me donner la parole. On va faire le discours qui est prévu dans le programme. Je regarde. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le trésorier perpétuel, monsieur l'invité d'honneur, cher Christian Tess, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi, comme vient de le faire Paul Vial, d'adresser à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2017. Je formule également des souhaits pour notre compagnie, ses ambitions, ses projets, ses travaux et leur réussite. J'ai une pensée particulière pour ceux de nos confrères qui auraient souhaité être présents aujourd'hui et qui en ont été empêchés par leur état de santé. Je leur adresse mes vœux de rétablissement et les assure de toute notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour notre compagnie. Je mesure l'honneur que vous m'avez fait en me confiant la fonction de président pour l'année 2017 et les responsabilités qui vont être les miennes, surtout quand je pense aux grands anciens qui ont occupé cette fonction, notamment mes maîtres, qui figurent sur ces marbres, Jacques Delage et Raymond Février, qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière et dont nos chemins se sont souvent croisés. En ce jour d'installation du nouveau bureau, je souhaite adresser mes remerciements pour son action efficace à notre président sortant, Paul Vial, dont les mérites ont été rappelés ce matin par notre secrétaire perpétuel. Je me réjouis de l'arrivée au sein de ce bureau du nouveau président, Bertrand Hervieux, dont l'expertise et l'expérience seront précieuses. Cette équipe bureau vient de vous être décrite par le secrétaire perpétuel et, comme il vous l'a dit, elle fonctionne selon un mode collégial, permettant à chacun d'exprimer sa position et impliquant, par contre, la solidarité de tous lorsqu'une décision est adoptée. Grâce aux démarches de Paul Vial, outre les concours de Corinne Minier et de Sylvie Verger et de Christine Le Dangin, nous pouvons compter sur celui nouveau et précieux de Philippe Kimbondet, qui est en train d'effectuer l'enregistrement. D'après nos statuts, l'Académie d'agriculture de France a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics et la société en général sur les évolutions souhaitables pour tout ce qui concerne l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, et on pourrait ajouter maintenant la santé. Cette mission est la sienne depuis sa création en 1761, en pleine période où va triompher la philosophie des Lumières et celle de la raison. Cette confiance en une science salvatrice, source de progrès bienfaiteurs, va servir de moteur aux innovations des 19e et 20e siècles. La fin du 20e et le début du 21e siècle sont marqués par une ambivalence latente et récurrente. Croire en la science, en sa neutralité, mais craindre les usages mal contrôlés de ses découvertes. Pollution, diminution de la biodiversité, risques alimentaires, etc. Notre confrère Christian Lévesque a magistralement analysé ces relations complexes des sciences et des citoyens, dont dans son discours lors de la séance solennelle du 25 septembre 2013, et notre compagnie a intégré cette question dans son programme en se préoccupant de l'acceptabilité sociale des innovations. Je me propose pour ma part, dans un premier temps, d'analyser la situation de l'agriculture française, la satisfaction des besoins alimentaires mondiaux et quelques innovations technologiques de rupture qui se développent et d'en déduire des propositions pour les actions à venir et réfléchir avec vous au rôle de l'Académie d'agriculture dans ce contexte. L'agriculture française est en pleine tourmente, avec une crise agricole sans précédent. Notre confrère André Neveu a qualifié 2016 comme année horribilis pour l'agriculture française. À l'effondrement des prix, volailles et porcs l'hiver dernier, le lait cette année, la viande bovine en permanence, sont venus s'ajouter des conditions climatiques exceptionnellement mauvaises, induisant de nombreux stress biotiques ou abiotiques pour de nombreuses productions végétales, et d'abord les céréales à paille, dont le blé avec un rendement de 30% inférieur à la moyenne quinquennale.
On peut ajouter à ce tableau le secteur des fruits et légumes ainsi que les filières avicoles, en particulier celles du sud-ouest, actuellement touchées par la souche A5N8 très virulente du virus influenza de la grippe aviaire, après la crise du printemps dernier due à la souche A5N1 qui avait entraîné un vide sanitaire de plusieurs mois. 2016, une année difficile par voie de conséquences pour les agriculteurs dont les revenus ont été amputés d'un quart en 2016 par rapport à 2015. Cette situation est grave puisqu'en 2016, avec la crise, plus de 50% des agriculteurs recevront moins de 350 € par mois. La France reste cependant le premier pays agricole au sein de l'Union européenne, avec 75,2 milliards d'euros la production agricole française devant celle de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne. 20 milliards d'euros de différence avec l'Italie. Néanmoins, la France ne cesse de perdre des parts de marché dans le commerce alimentaire mondial. En quelques années, elle est passée du 2e au 5e rang parmi les exportateurs mondiaux. Elle reste cependant très performante avec un excédent agricole et alimentaire de 11,7 milliards d'euros. La France a donc moins bénéficié de l'accroissement de la demande alimentaire mondiale que d'autres pays. Faut-il repenser notre modèle de développement agricole comme le suggère notre confrère André Neveu? L'heure est-elle venue, comme le préconise notre nouveau confrère Philippe Chalmin, de développer des outils de gestion de la volatilité des prix et d'engager les filières dans des démarches contractuelles? Christian Pess nous présentera sa vision de cette agriculture française à l'heure des choix et nous présentera les outils qui pourraient être mis en place pour affronter les crises liées au retournement des marchés dans un contexte de durcissement de la compétition mondiale. Ceci m'amène donc à parler de l'insécurité alimentaire mondiale. On peut parler, pour cette situation de l'agriculture mondiale, on peut citer une allégorie évoquant le radeau de la Méduse, selon l'expression chère à un de nos grands anciens, Raymond Février, la croissance démographique face à un patrimoine fini. L'agriculture du XXIe siècle est confrontée à de multiples défis. Produire plus de denrées alimentaires pour une population sans cesse croissante, avec une main-d'œuvre rurale réduite. Produire plus de matières premières pour un marché des bioénergies potentiellement considérable. Contribuer à l'essor global de nombreux pays en voie de développement, tributaires de l'agriculture. Adopter des méthodes de production plus efficaces et plus durables. S'adapter au changement climatique et réduire les pertes et les gaspillages alimentaires, les pertes avant récolte et après récolte. Les politiques agricoles devront donc changer pour nourrir, comme vient de le dire Paul Vial, 9,5 milliards d'habitants d'ici 2050. La production agricole devant augmenter de 60% dans cette perspective. L'accroissement des surfaces agricoles étant envisageable mais incertaine, la réduction de pertes difficile à mettre en œuvre, faute de moyens, c'est donc d'abord par l'augmentation des rendements à l'hectare qu'il sera possible d'accroître l'offre alimentaire. Cette intensification de la production est source d'inquiétude et d'interrogation sur les possibilités d'y parvenir avec des méthodes de production durables. Pour nourrir de façon saine et durable la population mondiale, une adaptation des régimes alimentaires d'une part et des systèmes de production agricole d'autre part s'avère nécessaire. Paul Vial vient de citer quelques données que j'avais prévu d'aborder concernant l'ampleur des défis à relever. En 2015, 795 millions, on estime à 795 millions, ce qui équivaut à une personne sur 9, le nombre de personnes victimes de la faim dans le monde, selon le rapport annuel des Nations Unies. La prévalence de la sous-alimentation s'est améliorée pendant la période 2090 à 2015,
mais est encore élevée, puisqu'elle touche 12,9% de la population active. Malgré cette amélioration globale, la situation en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne reste préoccupante. C'est cette dernière qui accuse la prévalence la plus élevée de la sous-alimentation dans le monde, 23,2%, soit près d'une personne sur 4, avec de fortes disparités selon les pays. Par ailleurs, le changement climatique pourrait mettre à mal les efforts réalisés au cours de la dernière décennie. Ainsi, 70% des cultures pourraient être affectées par les conséquences du réchauffement climatique, sécheresse, inondations, baisse des rendements sous l'effet de la chaleur, diminution des terres agricoles par suite de la montée des eaux. Si rien n'est fait, 600 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim d'ici 2080. Un rapport en date de février 2014 du CGAER, bien représenté ici, estime que nous disposons des techniques et des ressources alimentaires pour nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050. Le décalage entre les lieux de production excédentaires et les zones où vivent les populations souffrant de la faim constituant un élément essentiel, l'enjeu étant d'ajuster une offre alimentaire globalement suffisante. La lutte contre la pauvreté et le développement du commerce international sont donc déterminants. Une étude prospective Agri-Monterra de juin 2015 aboutit aux mêmes conclusions et souligne, comme la précédente, que quel que soit le scénario envisagé, le commerce international sera essentiel pour assurer la sécurité alimentaire mondiale en 2050. La contribution de l'agriculture à la réduction de la faim, en particulier la petite agriculture et l'agriculture familiale, ne consiste pas seulement à produire des aliments là où les besoins sont les plus pressants, mais à créer des emplois, à procurer des revenus et à soutenir les moyens d'existence ruraux. Il s'agit donc pour chaque filière de production de prendre en compte et de valoriser toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la consommation. Dans ces pays, la croissance économique est toujours bénéfique en permettant des investissements dans les infrastructures, en finançant les transferts sociaux et autres programmes d'assistance. Le développement de la protection sociale est fortement lié aux progrès réalisés dans la réduction de la faim. Les investissements dans l'environnement d'amont, agrofourniture et d'aval agroalimentaire, et dans les institutions, enseignement et formation professionnelle, recherche et vulgarisation, organisation professionnelle agricole, régime foncier, services vétérinaires, assurance et gestion des risques sont également à prendre en compte. Quelle que soit la voie choisie pour améliorer la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle des régions comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et de l'Inde auront du mal à s'adapter en raison de leur situation nutritionnelle et agricole actuelle, de leurs perspectives démographiques et de leur trop forte dépendance aux importations agricoles. L'Afrique, qui représente un quart de la population mondiale, qui représentera un quart de la population mondiale en 2050, est pour l'Europe l'enjeu majeur des années à venir. Après cette description de l'agriculture française et mondiale, contradictoirement, je voudrais aborder le progrès des recherches et des innovations dans les sciences du vivant. Dans les technologies du vivant, au cours de ces dernières années, on a vu des progrès fulgurants grâce au développement des technologies utilisant une combinaison de 4 domaines scientifiques en pleine effervescence, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Certains utilisent l'acronyme NBIC pour désigner l'interconnexion croissante entre ces domaines. Parmi ces technologies, les New Breeding Techniques, NBT, d'édition de l'ADN, sont en train de transformer la médecine et l'agriculture. Les dernières années ont été marquées par le Big Bang du génie génétique grâce au CRISPR-Cas9, un nouveau moyen relativement facile et peu coûteux de modifier l'ADN des cellules vivantes, l'objectif étant de couper le génome à un endroit pour y induire une mutation ou insérer un gène. Jamais une nouvelle technologie ne s'impose d'emblée à la science. Elle doit être comprise, ses limites testées. C'est pourtant ce qui arrive avec le
CRISPR-Cas9. Nous avons vu ce petit outil moléculaire dans les revues scientifiques en juin 2012. 6 mois plus tard, son efficacité était prouvée pour modifier le génome humain. Depuis, c'est l'explosion. Tous les domaines de recherche en biologie sont concernés par cette technique d'édition de gènes, avec une course en avant dans ses applications en médecine, en pharmacie, en agriculture, en agroalimentaire. Dans le secteur agricole, de nombreux développements montrent que cet outil pourrait accélérer la sélection génétique de caractère ciblé. Par ailleurs, de nombreux travaux sont déjà menés sur des plantes cultivées, le maïs, le blé, le soja, la tomate, le riz, le café, etc. Les opportunités semblent évidentes pour les recherches en amélioration des plantes. Les 2 académies d'agriculture de France et des technologies ont du reste formulé un avis sur la réglementation de la mutagénèse ciblée par édition du génome dans le domaine végétal. Ce système ouvre de nombreuses et prometteuses possibilités concrètes qui ne sont pas cependant sans poser des questions réglementaires, sociétales, écologiques et éthiques. Le ministère de l'Agriculture américain a déjà indiqué que ce type de modification génétique chez les plantes cultivées, où il n'y a pas d'ajout d'un gène d'un autre organisme et dont le produit final est similaire aux variétés obtenues par des méthodes classiques de croisement, mutagénèse et sélection, ne ferait pas a priori l'objet de régulation. L'Union européenne doit quant à elle se déterminer prochainement et faire savoir si ce type de produit est concerné par la réglementation actuelle des OGM. Des chercheurs en Californie viennent de créer des moustiques génétiquement modifiés qui non seulement résistent à la malaria, mais font hériter de ce trait à leur progéniture, la technologie du gene driving, forçage génétique. Cette technique modifierait-elle seulement le génome de la population visée ou pourrait-elle être transmise à d'autres espèces? La disparition d'une espèce jugée nuisible entraînerait-elle le déséquilibre de tout un écosystème? En médecine humaine, cette technique est utilisée pour modifier le génome de cellules somatiques avec des applications cliniques très proches. La question de la modification de la lignée germinale est posée. Rappelons que les pays européens, 15 dont la France, ont interdit la modification de la lignée germinale. Les États-Unis ne l'ont pas explicitement interdit pour la recherche privée, et en Chine, la loi ne l'interdit pas. Très récemment, de manière assez surprenante, la communauté du renseignement américain, US Intelligence Community, a ajouté le génome editing à la liste des armes de destruction massive, identifiant la technologie comme une menace majeure pour les États-Unis et pour le monde, au même titre que les armes chimiques ou la bombe nucléaire. Cette technique pose donc des problèmes éthiques prégnants, mais aussi des questions ontologiques. En transformant l'homme et son environnement, les NPT provoquent un véritable changement de civilisation qui s'inscrit comme une rupture darwinienne sur l'échelle de notre évolution. Nous vivons un instant où l'homme peut agir sur sa condition, sa longévité, son biotype, pour le meilleur et pour le pire. Je reviendrai sur ces questions dans un petit moment. Un bref moment. Nous venons de voir donc que l'agriculture française doit relever de nombreux défis, ce qui requiert des évolutions profondes des filières agroalimentaires, en gardant à l'esprit qu'à une extrémité se trouvent les consommateurs, français ou étrangers, qui expriment vis-à-vis des denrées alimentaires des attentes diversifiées et parfois contradictoires en termes de produits qui satisfassent leurs besoins et sensibilités du moment, qualité, traçabilité, sécurité sanitaire, stratégie de marque ainsi que de label ou d'appellation d'origine pour le marché international, prix compétitif du produit banal ou gastronomique. La notion de consommateur est de plus en plus utilisée. Et à l'autre extrémité se trouvent des exploitations agricoles avec des systèmes de production très diversifiés en fonction des territoires et des objectifs de production, avec un objectif pour chacune d'entre elles de dégager une rentabilité suffisante et d'assurer de bonnes conditions de travail et qualité de vie, avoir une nécessité de multiperformance économique, environnementale, sanitaire et sociale. L'ouverture des économies agricoles et le commerce international exige par ailleurs un niveau élevé de compétitivité et donc d'innovation.
C'est ainsi que les coopératives, par exemple, font de l'internationalisation des activités de leur groupe un tiers de leur chiffre d'affaires en moyenne et de l'innovation des axes stratégiques pour leur avenir. Comment développer et accompagner des systèmes de production agricole à la fois productifs, compétitifs, économes en ressources et respectueux de l'environnement? Donc en France, c'est évidemment toutes les questions agroécologiques qui ont été développées, mises en place par la loi d'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en 2014, à la conception et à l'élaboration de laquelle notre consoeur Marion Guillot et nos confrères Bertrand Avieux et Henri Nallet ont joué un rôle important et qui vise à créer une dynamique de changement répondant à cette question. En prolongement de la loi d'avenir, c'est la recherche d'une compétitivité durable qui a guidé la mission Agriculture Innovation 2025 et la proposition du plan du même nom. Ce plan Agriculture Innovation 2025 a visé à stimuler les transitions écologiques et bioéconomiques, favoriser l'innovation ouverte, prendre le virage du numérique, accélérer l'essor de la robotique, mobiliser les biotechnologies et soutenir le biocontrôle. Ce sont des enjeux fédérateurs qui ont été assignés à l'agriculture française d'ici à 10 ans. La biologie synthétique, la génétique moléculaire, la NBIC figurent parmi les grands réservoirs de progrès techniques. Les NBT, nous l'avons vu, permettent une accélération de la sélection avec des enjeux considérables. Les obstacles réglementaires ne doivent pas condamner la France à regarder passer l'innovation, même si les risques doivent être encadrés. La révolution du numérique représente également un enjeu stratégique pour notre agriculture. À l'heure de l'innovation numérique, on parle d'agriculture 4.0, par référence au programme allemand d'industrie 4.0 qui encourage la révolution numérique des industries avec toutes ses conséquences économiques et sociales. L'agriculture n'échappe pas au bouleversement de l'économie numérique, avec l'arrivée de l'informatique dans les exploitations agricoles, pour assurer la gestion technique, économique et écologique de ces exploitations, l'intégration de plus en plus poussée de l'électronique embarquée sur les agroéquipements, le développement d'outils d'aide à la décision de robots et de composants robotisés dans les bâtiments et aux champs, la multiplication des outils et services basés sur l'imagerie de proximité, capteurs embarqués sur les machines roulantes, sur des drones, des ULM ou des avions, ou l'imagerie plus éloignée, l'image satellitaire, vient conforter cette transition vers une agriculture numérique. Dans ce contexte, la gestion de l'accès aux données générées et archivées et de leur propriété fera l'objet d'enjeux majeurs dans les années à venir, sans oublier les problèmes éthiques induits. Le big data devant profiter à toutes les agricultures et à tous les agriculteurs. L'INRA vient d'ailleurs de publier une charte sur le partage des données, la stratégie de l'open data, l'objectif étant d'avoir une potentialisation de la production de connaissances pour développer des outils d'aide à la décision pour tous les opérateurs. Cette agriculture numérique constitue un marché prometteur pour les acteurs des technologies numériques. Le fait que le prochain SIA ait réservé un espace dédié à l'agriculture 4.0 est significatif du développement de ce secteur. Cette dynamique donc souligne le dynamisme du secteur agricole dans son ensemble pour réinventer de nouvelles méthodes de production et d'organisation. Les crises du monde agricole peuvent donc également stimuler l'esprit d'initiative, l'inventivité et le sens de l'innovation qui a toujours caractérisé ce secteur pour faire face aux défis alimentaires, écologiques et sociétaux. Alors, quels enjeux pour l'académie? Le contexte que nous venons de décrire montre que dans les années à venir, l'agriculture devra être multiperformante, maintenir une productivité croissante pour satisfaire une demande mondiale dans une économie mondialisée, assurer typicité, qualité, traçabilité, sécurité sanitaire de ses productions pour des consommateurs français ou étrangers, faire face aux contraintes du réchauffement climatique, à celles des exigences environnementales de préservation des écosystèmes et de gestion économe des intrants, participer à la diversification de la valorisation des productions pour des usages autres qu'alimentaires.
Cette agriculture multiperformante et éventuellement multifonctionnelle sera également diverse en fonction des territoires et des terroirs, allant pour la commercialisation des circuits courts au marché international avec tous les intermédiaires, produire local et vendre à l'international, et du reste une démarche adoptée par de nombreux acteurs économiques de nos filières. L'Académie d'agriculture est au rendez-vous de ces multiples contraintes au travers des 6 grandes thématiques de son programme de travail qui font consensus, les travaux préparatoires des sections et des groupes de travail et leurs propositions permettent une actualisation annuelle de ce programme. Des thèmes d'actualité sont traités, de nouveaux groupes de travail sont constitués. À un horizon plus lointain, l'avenir est bien sûr plus incertain. Le GIS Relance Agronomique et l'ACTA, dans une étude de prospective à laquelle ont participé plusieurs de nos consoeurs et confrères sur l'avenir pour l'agriculture et le système R&D agricole français, ont identifié 8 dimensions clés pour raisonner l'avenir de l'agriculture, l'environnement et le climat, les innovations technologiques, le contexte européen et mondial, les filières et les marchés, les innovations technologiques, les agriculteurs et les exploitations agricoles, les consommateurs et les politiques publiques. À partir de ces variables, ils ont déduit 4 scénarios agricoles contrastés pour l'agriculture française à l'horizon 2040, s'appuyant sur des visions différenciées de la place économique et sociale de l'agriculture qui représentent des futurs possibles. Scénario 1, un monde écologique. Scénario 2, c'est la poursuite, c'est le scénario tendanciel classique en prospective qui poursuit le projet agroécologique actuel. Scénario 2, une Europe agricole avec une agriculture exportatrice de produits de qualité. Scénario 3, une Europe industrielle avec une agriculture au service d'une industrie exportatrice et régulée. Et scénario 4, un monde libéral avec une agriculture de firme sans régulation de l'État. Ces scénarios n'ont pas la prétention de décrire un futur ou d'être certain ou d'être exhaustif. Ils éclairent par contre sur les formes qui construiront cet avenir incertain, en particulier la nécessité de situer nos réflexions dans un contexte européen et mondial incertain, ce qui est bien la situation actuelle, ce qui est de plus en plus la situation actuelle. Il faut se rassurer, lorsqu'on reprend les travaux de prospective, on constate que les scénarios ne se réalisent jamais, mais que le futur reprend souvent un mélange de plusieurs orientations, ce qui laisse un vaste champ au débat, dont ceux de l'Académie. Je viens de vous présenter donc quelques éléments de contexte qui me paraissent pouvoir être pris en compte pour que notre compagnie remplisse toujours mieux son rôle d'interface entre l'agriculture et la société, entre la science et la société. Cette présentation, j'en suis conscient, est très incomplète et partielle. Raymond Lacombe, en créant le groupe de Camp-Élysée en 2001, écrivait « Dépasser le quotidien pour réfléchir à l'avenir, se dégager de l'action pour la resituer dans des perspectives élargies, nous en avons besoin. Plus que jamais, des lieux de rencontre et de réflexion s'imposent. Notre académie est bien sûr l'un de ces lieux, compte tenu de ses atouts, indépendance, compétences, expertise diverses de ses membres, pluralité de pensée. Je vous propose de les mobiliser pour approfondir notre réflexion dans 4 directions qui représenteront des enjeux importants pour les années à venir. La première, nous doter d'une organisation permettant de mieux nous situer dans l'actualité. Mieux cerner l'actualité au niveau de la conjoncture et de la prospective. Être en mesure d'identifier les signaux faibles, les faits et les idées porteurs d'avenir. Anticiper des futurs probables qui, nous venons de le voir, ne sont pas écrits à l'avance, et appréhender leurs impacts sur des bases solides nous permettrait de mieux réfléchir nos propositions de séances, de colloques, de groupes de travail, de communication, de publication, de partenariat et de recrutement. Conscient que, comme l'a indiqué Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire, c'est à une réflexion stratégique que je vous invite sous une forme à déterminer. Deuxième piste, participer à un approfondissement des questions d'éthique et de déontologie. Paul Vial, dans son magnifique discours de la séance solennelle du 5 octobre dernier, appelait de ses vœux la mise en place
d'une réflexion interacadémique pour réfléchir ensemble et plus tard éclairer nos concitoyens et les pouvoirs publics, je le cite, sur les questions éthiques, sociales et écologiques que posent, comme nous l'avons vu, les nouvelles méthodes d'édition du génome, mais elles ne sont pas les seules. Je m'associe à son souhait de s'engager dans la même direction. Le moment apparaît opportun pour engager une évaluation éthique de ces technologies en intégrant, outre la rationalité scientifique et économique, des considérations de justice, de liberté, de diversité biologique, c'est-à-dire des considérations déontologiques, en tenant compte des controverses sur le plan épistémologique. Troisième direction, travailler la question de la réglementation et des normes. Ce sujet n'est pas abordé par notre compagnie. Il est décisif pour notre agriculture dans un contexte de mondialisation et de compétitivité. Cette question est posée dans toutes les instances politiques. Le 6 septembre, le Sénat a adopté une résolution visant à simplifier les normes imposées aux agriculteurs. C'est un point commun à tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est une question posée par les syndicats agricoles, les organisations professionnelles. Je propose donc que notre compagnie s'empare de cette question qui concerne toutes nos sections. Certains de nos consoeurs et confrères ont d'ailleurs souvent souligné que l'innovation dans le domaine des obtentions végétales, notamment, est tributaire de ces aspects réglementaires. Enfin, et dernière direction, développer des actions en direction de l'Afrique subsaharienne. Nous avons souligné le rôle important de l'agriculture pour le développement de cette zone géographique extraordinairement diverse, dont la croissance démographique est très importante, qui a un fort potentiel de développement et qui se caractérise par une vulnérabilité face à des conditions météorologiques erratiques. L'Académie d'agriculture est membre fondateur et actif, grâce à notre confrère Jacques Brulé, du GIDE, le groupement interacadémique pour le développement, regroupant 10 académiques de l'Europe du Sud et de l'Afrique, en l'occurrence l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dont nous venons de recruter un membre ce matin. Ce GIDE ayant pour objectif la mobilisation des savoirs pour le co-développement euro-africain. Ce GIDE qui s'est d'abord intéressé au développement des pays méditerranéens avec la participation active de membres de notre compagnie à plusieurs colloques autour de la Méditerranée, étend actuellement ses travaux à l'Afrique subsaharienne. C'est le programme FAST-DEV. Un premier forum a été organisé à Dakar en février 2016 sur le thème « L'emploi des jeunes, la nécessaire co-construction des enseignements, formations et des entreprises ». Jacques Brulé anime un groupe d'académiciens qui a vocation à s'élargir et qui serait susceptible d'envisager quelles actions concrètes l'Académie d'agriculture pourrait ainsi initier, avec d'autres partenaires français et africains bien sûr, dans une stratégie de développement et de partenariat mutuel dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. Nos recrutements récents et à venir de membres associés devraient nous permettre de nous investir avec nos confrères africains dans ce programme. Pour conclure, en cette période propice aux vœux, permettez-moi d'en formuler un pour nos travaux à travers une citation de saint Thomas d'Aquin. La concorde ne naît pas de l'identité des pensées, mais de l'identité des volontés. Je suis sûr que cette volonté d'une réflexion collective au service de l'agriculture, des agriculteurs et de la ruralité nous anime tous. Merci pour votre attention.